masterclass organisée par Telecom Business School dans le cadre de l'Executive MBA Leading Transformation in a Digital World. Comme d'habitude, je vais faire un petit sondage. Qui est là pour la première fois? Ah, quand même quelques mains, même une majorité, donc bon, bienvenue à vous. Dans ce cas-là, je vais dire quelques mots sur le programme. Donc déjà, le contexte dans lequel on se situe, et puis la vision de ce programme. Donc, comme vous le savez, depuis 10-15 ans, il y a un ensemble de disruptions rapides, violentes, qui viennent changer les règles du jeu, qui viennent bousculer en particulier les grandes entreprises, qui viennent reconfigurer les chaînes de valeur. C'est une disruption qui a principalement commencé dans les domaines du B2C initialement. Ça a commencé il y a 15 ans avec la musique, et ensuite toutes les chaînes de valeur, les unes après les autres. Aujourd'hui, la deuxième vague de disruption qui est en train d'arriver, c'est celle du digital industriel. Donc tous les types de stratégies, comme les stratégies de plateforme qu'on a vues depuis 10 ans dans le domaine du B2C, sont en train d'arriver dans le B2B. En termes d'impact, ça va être encore plus important que ce qu'on a vu depuis 10 ans dans le B2C, ce qui va se passer dans le domaine du B2B. Et donc, dans ce contexte de transformation rapide et violente, les grandes entreprises en particulier aujourd'hui ont besoin de managers, de leaders qui d'une part comprennent quelles sont les tendances qui viennent changer les règles du jeu, quelles sont les grandes stratégies qui sont mises en œuvre, et puis d'autre part qui ont aussi une boîte à outils qui leur permet d'apprendre la transformation à titre individuel, mais aussi la transformation de l'entreprise. Et dans cette boîte à outils, il y a d'une part une compréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis des outils qui permettent de porter la transformation pour demain faire partie des survivants. Donc ça, c'est vraiment le contexte de ce MBA, c'est notre raison d'être. C'est un programme qui est conçu autour de 3 semestres. Il y a un premier semestre qui est orienté prise de décision dans un contexte de disruption rapide et violente, parce qu'on ne prend pas des décisions stratégiques de la même manière que quand le monde ne change pas trop vite. Un deuxième semestre qui lui est orienté organisation et RH, c'est-à-dire une fois que vous avez pris vos décisions stratégiques, quel type d'organisation est-ce que je mets en place? Une fois, les nouvelles façons de travailler sont assez différentes des façons de travailler on va dire de l'ancien monde. Et puis enfin un troisième semestre qui lui est, on va dire, l'innovation de A à Z, donc c'est tout ce qui va de la génération d'idées à la mise sur le marché, nouveaux produits, nouveaux services. Il y a 2 piliers principaux pour ce programme. Il y a un premier pilier qui est autour des connaissances, donc d'une part les connaissances sur les tendances disruptives, et d'autre part les connaissances autour de toutes les dimensions business classiques qu'on retrouve dans un programme d'exécutif MBA habituel, mais de la perspective d'une organisation qui se fait disrupter, qui doit se transformer. C'est-à-dire, par exemple, quand on aborde le thème RH, c'est pas un cours de RH à la papa, c'est quelles sont toutes les questions qu'on doit se poser quand on va mettre en place cette organisation, recruter des talents qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au sein de l'entreprise telle qu'elle était auparavant. Voilà, et donc ça c'est vrai pour toutes les dimensions qu'on aborde. Aujourd'hui, nos participants ont eu tout un module sur Corporation as Community, donc ce sont vraiment des nouvelles formes organisationnelles, de nouvelles façons de travailler. Voilà, toujours sur le programme, donc chaque semestre est conclu par une Learning Expedition internationale. Il y a un voyage à San Francisco, il y a un voyage en Europe du Nord généralement, puis un voyage en Asie, et jusqu'à maintenant ça a été l'Inde. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le programme. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez nous poser des questions à l'issue de cette conférence et puis discuter avec le reste de notre équipe autour du cocktail. Voilà, donc le thème aujourd'hui, on organise une masterclass par mois et on invite des personnalités qui viennent nous parler de comment ils abordent la disruption, la transformation. Donc on a eu des conférences qui vont être sectorielles. On a eu il y a quelques mois Didier Roux, qui est le directeur recherche et innovation de Saint-Gobain, qui est venu nous parler du digital dans l'habitat. On a des personnalités qui viennent nous parler des choses de manière un petit peu plus transversale.
par exemple Gilles Babinet il y a quelques mois. Et puis donc aujourd'hui, nous allons accueillir ensemble Boris Golden. Alors, Boris qui se cache derrière des cartons. J'arrive. Oui, on va applaudir avec un tonnerre d'applaudissements. Pas de finir ton mail ainsi. Et donc Boris, je vais dire quelques mots sur lui parce qu'en fait on se connaît pas tout à fait depuis 10 ans, mais ça fait déjà un certain nombre d'années. Boris à l'époque faisait son master innovation conception qui est à cheval entre l'IX et HEC, et c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Moi je démarrais, parce que j'ai une autre casquette en plus d'être le directeur de ce programme, je suis aussi entrepreneur, j'étais au tout début de l'histoire de ma boîte, et Boris a pas mal contribué au début de cette aventure. Parmi les sujets qui nous intéressent, qui continuent de m'intéresser, qui intéressaient Boris à l'époque, je ne sais pas si ça l'intéresse encore, c'était cette notion de travail à la demande, work on demand, qui était une tendance parmi les tendances qu'on avait identifiées il y a une dizaine d'années à San Francisco, mais qui était vraiment le tout début de quelque chose qui est maintenant massif. J'en discutais juste avant le début de cette masterclass avec Boris, qui me disait que ça fait partie des grosses tendances aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de mobiliser des talents à la bombe. Donc, quelques mots sur Boris. Boris donc Golden est serial entrepreneur, on peut le dire? Non. Ah bon, alors, au moins entrepreneur. Oui. Bon, tu diras sur quoi tu as travaillé en quelques mots, j'imagine. Ensuite, il s'est fait racheter, donc une de ses entreprises qui s'appelait Pilk, s'est fait racheter par Viadeo, chez qui il a travaillé quelques années, pour ensuite passer du côté des venture capitalistes chez Partech. Voilà ce que je pouvais dire. Et donc Boris va nous parler du monde des VC, tout ce qu'il faut savoir, si vous avez besoin d'aller chercher des sous, et peut-être autre chose que les sous d'ailleurs. On espère. Et donc, un tonnerre d'applaudissements pour Boris. Bonjour à tous. Donc, écoutez, ravi d'être avec vous. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous parler des VC. Donc, je vous donne un peu de contexte. Qui n'a jamais entendu parler des VC, du venture capital ou du capital risque? J'imagine si vous êtes là, si vous avez une idée. D'accord. Donc, bon, je suis rassuré. Bon, je pense quand même que vous ne savez pas vraiment ce qu'on fait. Et le but, c'est d'essayer de vous éclairer un peu là-dessus. Alors, pourquoi ce sujet? Très rapidement, alors je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai fait, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est comprendre que moi j'étais entrepreneur. Ensuite, je suis devenu mentor de start-up, c'est un sujet qui me passionnait, ça me passionnait d'accompagner des gens. Et ensuite, je suis devenu VC. Et en fait, quand j'ai fait cette transition, je me suis aperçu que quand j'étais entrepreneur, je ne comprenais rien à ce qu'étaient les VC. J'étais allé en voir quelques-uns, un peu avec présence. On avait parlé un peu à Kima, je me souviens, par email. Après, j'étais allé voir avec mes startups suivantes d'autres VC. Et en fait, je me rends compte maintenant que je ne comprenais pas du tout quel était leur métier et que je n'avais pas d'ailleurs d'informations sous la main qui me permettent d'être plus intelligent sur le sujet. Maintenant que je suis VC, évidemment, des gens comme moi, des Boris d'il y a 6-7 ans, j'en vois plein. Et je me suis rendu compte quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi que ces gens-là n'étaient pas beaucoup plus éduqués que je l'étais à l'époque. Alors maintenant, ça va de mieux en mieux, mais encore. Et je me suis dit, j'aimerais bien passer ces messages, créer un contenu qui permette aux gens de dire, en fait, c'est quoi les VC? Pas quelque chose qui vous dise comment fundraiser, pas quelque chose qui vous dise comment pitcher, mais quelque chose qui vous parle de l'étape d'avant, pas quelque chose qui parle techniquement d'un fonds en disant, voilà, un fonds, c'est un véhicule comme ça, financièrement, ça marche comme ça. Non, quelque chose qui vous dise, un VC, c'est quoi? Un VC, qui c'est ça, qu'est-ce que ça cherche? Comment ils raisonnent ces gens-là, comment je dois me comporter avec eux, etc. Donc des clés de lecture qui font ensuite que l'étape suivante, s'il s'agit de décider d'aller lever avec un VC, aller pitcher un VC, etc., si on vous donne le why, c'est toujours beaucoup plus facile de comprendre ensuite les conseils de pitch, les conseils de fundraising, etc. Donc voilà vraiment la raison d'être de cette présentation. Donc, je précise aussi, vous pouvez bien sûr prendre des photos, mais tout ça est disponible en version plus longue sur Internet, sur SlideShare. C'est facile à trouver, donc n'hésitez pas. Et ça, c'est la version donc, du coup un peu raccourcie pour tenir en 1h15. Sur un peu long. Donc, les VC, c'est quoi? VC, ça veut dire Venture Capitalist. Donc, je suis désolé, les slides sont en anglais. Tout le monde parle bien français à propos? Oui? Très bien. Donc, j'espère que tout le monde parle bien anglais aussi du coup. Le VC, si on doit regarder au niveau macro, il a trois gros jobs. Le premier, c'est qu'il doit repérer des entreprises prometteuses. Je vais revenir évidemment longuement sur cette définition de prometteuse. Le deuxième,
c'est qu'il doit les financer. Donc ça, je pense que ça ne vous a pas échappé. C'est un peu un des rôles premiers du VC, venture capitaliste. Et le troisième, c'est qu'il doit les supporter dans leur croissance. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, parce que c'est un message important. En tant que VC, on s'intéresse à quelque chose de très particulier. C'est des entreprises qu'on appelle les startups, très prometteuses. Alors, le problème de start-up, c'est qu'aujourd'hui, tout est une start-up. Je crée ma société individuelle, je suis freelance, c'est ma start-up. Je crée un blog, c'est une start-up. Je crée une boulangerie, c'est une start-up. Donc, tout devient une start-up. Donc, j'aimerais déjà revenir un peu sur un fondamental, c'est, en fait, si on réfléchit, c'est quoi une start-up? Ça peut paraître très basique, mais si vous réfléchissez, c'est utilisé partout, à tort, à travers. Moi, je suis persuadé que quand on regarde la manière de s'employer, il y a 3 composants qui sont parfois employés de façon individuelle, qui décrivent une start-up. Le premier, c'est un côté innovant et, comment on dit en anglais, unproven. Ça, c'est la définition technique de la start-up, pour ceux qui ont lu Steve Blank ou Eric Rice, qui vous disent, en fait, la start-up, c'est une organisation qui est en train de chercher à construire son business model. Donc, c'est l'idée de se dire, un gros corporate, grosso modo, l'innovation, il y a un tout petit budget innovation. Le gros de son activité, c'est normal, c'est rien de négatif. C'est d'exécuter un business model bien établi avec des process, des procédures, des gens à des postes, etc. Le but d'une startup, c'est en fait d'être dans ce mode qu'on appelle search versus execute, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que je fais? Qui sont au fond vraiment mes clients? Quels sont les use cases exacts? Mon produit lui-même, qu'est-ce qu'il est exactement? Comment je vais réussir à identifier ses clients? Comment je vais réussir à les atteindre? Enfin, finalement, tout ce qui décrit le blueprint d'une entreprise, ce business model au sens profond du terme, pas au sens juste de comment je crée de l'argent, mais au sens de comment je crée de la valeur et comment j'en capture, tout ça est à écrire. Et donc, les modes d'organisation, les modes de pensée qui en découlent sont complètement différents. Vous prenez quelqu'un qui est un super directeur de business unit corporate, vous dire, tiens, maintenant tu vas faire une startup, d'accord, il est où le playbook? Dans le playbook, tu vas l'écrire. Ah non, moi le playbook, je suis habitué à l'exécuter. C'est certes un peu caricatural, mais il y a beaucoup de ça. Donc, ça, c'est la première définition qui est évidemment hyper importante. Vous voyez que si on regarde ça, une boulangerie, c'est pas vraiment ça. Une boulangerie, au contraire, c'est tout le contraire. C'est quelque chose, c'est pas simple à faire, mais c'est quelque chose qui est bien connu. On a une bonne idée sur les marges, on a une bonne idée sur le genre de produits qu'on vend, on a une bonne idée sur ce que ça implique, il y a un local, il y a des gens. Enfin, donc tout ça, quelqu'un qui veut ouvrir une boulangerie, j'imagine qu'en cherchant un peu, il va trouver un Excel déjà très bien fait d'une boulangerie type à Paris qui va déjà lui donner beaucoup d'éléments. Et lui, sauf s'il a un concept innovant, il ne va pas chercher à sortir en profondeur de ces lignes-là, et donc il sait déjà à peu près quoi faire. Après, il faut le faire, et le faire, c'est pas facile. Le deuxième aspect, c'est un aspect qui est plus culturel. C'est cet aspect de se dire, les startups, je pense qu'on a tous cette image tout de suite qui vient, c'est cool, c'est plutôt une atmosphère jeune, je dis pas forcément des jeunes, ça peut être des gens, alors ça dépend ce qu'on appelle jeunes et vieux, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de mindset, et il y a un aspect tech. Alors tech, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, parce que quand on voit que des sociétés de food delivery, qui ont finalement pas tant d'ingénieurs que ça, sont dans la mouvance startup, on voit bien que c'est une dimension qui est culturelle. Donc on va imaginer un mode peu hiérarchique, un raisonnement très lean, très agile, une culture d'innovation, les perks qu'on va offrir aux employés, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, et souvent les entreprises qui à un moment donné ne sont pas brick and mortar, mais utilisent de l'internet, utilisent la techno de manière ou d'une autre, etc. Et le troisième élément qui est porté dans le mot startup, c'est cette idée de croissance. Évidemment, la startup, c'est une entreprise qui a le potentiel de décoller très vite. Quand on regarde les trajectoires des startups un peu références, c'est des trajectoires impressionnantes. Alors parfois c'est un peu de temps au début, mais quand ça décolle, ça décolle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire si ça marche bien, dans 5 ans, je fais 3, 4, 5 millions de chiffre d'affaires. Non, si ça marche bien, potentiellement, une startup, elle fait 50, elle fait 500. Donc, c'est des entreprises qui ont des trajectoires complètement hors normes. Parce qu'évidemment, créer une entreprise et quelques années plus tard faire des dizaines de millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas la norme. Quelqu'un qui fait déjà quelques millions de chiffre d'affaires, c'est déjà hyper impressionnant. Sauf que, et on commence à venir un peu sur l'activité du VC, le VC, il finance ces startups-là. Donc, nous, on cherche un potentiel de croissance qui ne va pas être de quelques millions à l'horizon, disons 5 ans, mais plutôt quelques dizaines de millions. Voire même parfois, quand c'est des gros tours, quelques centaines de millions. Donc voilà, pour vous donner un peu les dimensions. Je vais y revenir, c'est important. Donc voilà, cette startup, vraiment, c'est ces 3 aspects. C'est pas pour essayer de dire que s'il n'y a pas les 3 aspects, c'est pas une startup, mais c'est pour essayer de vous dire, nous, ce qu'on entend la plupart du temps en tant que VC par startup. Une boulangerie, ça ne nous intéresse pas parce que finalement, il n'y a pas assez de risques. Et donc, il n'y aura pas assez de reward à la clé. Notre métier, c'est de prendre des gros risques et à la clé, parce qu'on sait que quand ça marche, on développe une valeur phénoménale. J'aimerais vous parler très rapidement du business model d'un VC. Business model, on ne peut pas faire plus financier. Notre métier, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui nous confient de l'argent, puisque l'argent qu'on investit n'est pas le nôtre. Il y a des gens qu'on appelle les limited partners, LP, qui vont nous confier de l'argent. Un fonds d'investissement ne doit pas être confondu avec un véhicule d'investissement. Quand on dit Partech Venture a lancé un nouveau fonds, comment ça se passe? Grosso modo,
On a une société de gestion, c'est les marques que vous connaissez, Partech Venture, Index, Axel, Sequoia, etc., qui gèrent des fonds. Ces fonds, c'est une entité, on va dire pour faire simple, c'est une sorte d'entité juridique, c'est pas exactement ça, mais dans laquelle il y a de l'argent qui va être investi dans les startups. Cet argent, il vient de ces limited partners. Cet argent, il sert à quoi? Il sert à deux choses. Évidemment, à investir dans des entreprises. Et quand on dit investir, c'est en fait prendre des actions en échange de l'argent. Ce n'est pas de la dette, c'est pas je te donne 1 million et tu me donnes 10% par an d'intérêt en plus du capital. Non, c'est prendre des actions. Donc ça veut dire que si pour 1 million, j'ai 25% de votre entreprise et que vous la revendez 1 milliard, eh ben, j'ai 25% de 1 milliard. Voilà. Et peu importe que j'ai mis 1 million ou 100 millions, j'aurai ce 25% de 1 milliard. Une petite partie qui n'est pas si petite que ça, qui va sur la durée de vie d'un fonds, qui est de 10 ans après, va au management fees, donc c'est ce qui paye les salaires, les locaux, tous les frais de fonctionnement du VC. Ensuite, sur la partie sur laquelle on a investi, si on fait bien le travail, on a un retour sur investissement. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ce retour sur investissement, il se fait selon une power law. Donc power law, l'idée c'est de se dire que sur 50 investissements, il y en a 2-3 qui vont ramener 80% des retours. Et ça a un impact fondamental pour un entrepreneur. Parce que ça veut dire que le VC, si tu veux un peu caricaturer, ce qui l'intéresse, c'est de trouver un de ces 2-3 qui peut avoir des retours énormes. Et donc tout de suite, vous sentez que quand on va faire les maths du truc, ça va donner des chiffres assez extraordinaires. Parce que si je fais x3 sur une startup sur 50, bah, ce n'est pas avec cette startup-là que si j'en prends 3 ou 4, que je vais arriver à avoir un ROI significatif sur le fond. Donc tout de suite, ça dimensionne, c'est ça qui dimensionne le business model des VC. C'est pas parce que nous on se dit non, on veut que des boîtes incroyables, etc. parce qu'on est comme ça, on est des gens super ambitieux. Non, c'est parce que notre business model ne fonctionne que si on a des entreprises, quelques-unes, qui peuvent tirer un fonds énormément. Par exemple, pour vous donner une idée, moi je m'occupe d'une partie, d'une poche d'un fonds qui fait 100 millions. Donc nous, investir 500 000 € dans une boîte et faire x5, ça fait 2,5 millions. C'est bien, on peut dire x5. Le problème, c'est que 2,5 millions sur une startup sur un fonds de 100 millions, la différence entre avoir fait cette startup et pas l'avoir faite, pour le fonds, ça ne change pas grand-chose. Si on dit qu'on va viser de rendre un fonds à 250 millions, par exemple, disons x 2,5, les VC français, il y en a beaucoup qui sont malheureusement en dessous de x1. Et les fonds de site, ça peut varier. Moi, je m'occupe d'un fonds d'amorçage, ça peut varier de fois pas beaucoup à fois énormément. Mais on sent bien que 2,5 millions sur un fonds de 100, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, si on investit 1 million et qu'on fait x20 dessus, ça fait 20 millions, c'est pas mal. Alors, notez qu'on peut se dire, wow, c'est super, c'est un du success story du fonds. Il va en falloir beaucoup, hein, parce que 20 millions, pour faire un fonds qui va rendre 250, faut en faire 12, un peu plus même. Donc, vous voyez que même là-dessus, évidemment, rendre 20 millions sur une boîte, c'est bien, mais même là-dessus, c'est pas évident. Sans compter qu'en plus, vous avez bien compris qu'on n'investit pas les 100, on investit plutôt 80, 85. Donc, ça veut dire que, quand même, il faut une sacrée performance pour arriver à retourner le fonds. Et ensuite, le VC, il se rémunère en plus des management fees qui lui servent à assurer ses frais de fonctionnement, il se rémunère en prenant typiquement 20% de la performance qui est générée. Donc là, vous voyez comme ça, là vous n'êtes pas déçu, vous disiez VC c'est un banquier de start-up, effectivement, là on peut difficilement faire plus financier. Donc maintenant je vais vous parler de notre métier qui est très différent de ça. Ça c'est le business model, c'est important parce que ça drive tout le reste, et je vais vous parler de notre métier. Notre métier c'est, et c'est toujours pas, voilà, notre métier c'est celui-ci. Alors, au début, si on veut investir de l'argent, il n'y a pas de secret, il faut en avoir. Ça veut dire qu'il faut lever un fonds. Donc, ça veut dire qu'une société de gestion, Partech, va se dire, bah voilà, je veux lancer un fonds d'amorçage, et ben, je vais devoir trouver des gens, convaincre des gens de me donner de l'argent, très concrètement. De m'en prêter, si vous voulez, mais en tout cas de me faire confiance pour gérer pendant une période de 10 ans leur argent et le faire fructifier si je fais mon travail. Ça c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas ça notre quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des bonnes startups. Ce que je ne vois pas, les gens que je ne rencontre jamais, j'ai peu de chances d'investir dans leur startup. Donc, un premier travail du VC, c'est de s'assurer autant que possible, pour faire simple, qu'il voit passer tous les dossiers intéressants qui existent sur le marché qu'il regarde. Donc, le marché, ça peut être un marché défini géographiquement, défini industriellement, etc. Deuxième, c'est de se faire une opinion. C'est pas tout de voir plein de dossiers. Voir des dossiers, c'est facile. Hein. Je reçois 15-20 mails par jour, c'est très très facile, surtout en amorçage. La question, c'est de se dire, bah, il faut que je puisse me dire, bon, bah, ça m'a l'air intéressant, ça m'a pas l'air intéressant. Voilà quelqu'un avec qui j'ai envie d'échanger un peu par mail, quelqu'un avec qui j'ai envie de parler en call s'il n'est pas en France ou au bureau s'il est à Paris et venir discuter de son projet. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, après avoir creusé des dossiers, il faut que j'ai une opinion et que je me dise, ah, ça m'a l'air hyper intéressant, je vais creuser. Ensuite, quand j'ai trouvé quelque chose qui me paraît intéressant, encore faut-il que j'arrive à gagner l'investissement. Pourquoi?
parce que je ne suis pas tout seul sur le marché. Partech n'est pas tout seul sur le marché. Il y a d'autres gens, il y a d'autres VC, il y a d'autres VC qui sont intelligents, qui voient des dossiers potentiellement intéressants, qui vont voir la même chose que ce qu'on voit, qui sont des gens qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à la startup. Donc ça veut dire que moi aussi, je dois gagner face à la concurrence lorsqu'on est plusieurs à avoir le même dossier. Parce que l'entrepreneur voit souvent la difficulté que c'est d'intéresser les VC, même d'avoir un rendez-vous. Mais la vérité, c'est qu'il y a un petit nombre de dossiers qui concentrent le gros de l'intérêt des VC. Et ceux-là, eux, ont le choix. Et donc le VC doit aussi se battre pour attirer l'entrepreneur. Et il y a autre chose, c'est que ça ne sert à rien d'investir si c'est pour une valorisation raisonnable. Tout notre intérêt, c'est d'investir à une valorisation, à un prix raisonnable pour le million qu'on va investir, d'avoir un pourcentage raisonnable de la boîte qui fait que si elle se revend à un bon prix, eh ben, évidemment, on fera un ROI. Donc vous voyez, au quotidien, il n'y a pas du tout la finance, mais derrière chaque décision, on doit toujours être sûr qu'à un moment, ça a un sens financier. Mais dans une discussion avec un entrepreneur, si vous voulez, la partie valorisation, ça va être 0,5%. Parce que tout le reste du temps, on passe à essayer de comprendre le business, à discuter du plan de développement, etc. Mais il y a un moment, évidemment, si on est aligné sur tout et que la personne me dit bah voilà, pour 1 million, tu auras 0,1% de ma boîte, ça ne va pas être très intéressant. Un point extrêmement important, j'ai un slide dédié pour ça, c'est accompagner les entrepreneurs dans leur croissance. Je vais vous expliquer ça. Et puis à un moment, faire un ROI en revendant la boîte. Et ça, il y a des VC qui ont un vrai talent. Alors moi, je suis jeune VC, c'est 2 ans et demi de métier, donc je n'ai pas encore eu la chance de faire ça, mais il y a des VC qui ont un vrai talent pour revendre bien les boîtes. Et donc ça peut paraître bête, mais ça veut dire que avoir le réseau, avoir la force de conviction, avoir le sens stratégique d'identifier des bons acteurs à le bon moment, c'est un vrai plus pour un VC. Il y a des gens, parfois, qui ont des boîtes qui ne marchent pas bien, qui arrivent toujours à les revendre avec un relatif succès plutôt que la boîte meurt ou qu'elle soit rachetée à la casse. Ça, c'est un vrai talent. Ça repose sur 2 piliers. Il y a un pilier qui est externe, qui est un pilier de réputation, d'image, de réseau. Ça, c'est hyper important à chaque étape. Pour lever des fonds, il faut que les gens se disent « Ah, c'est quelqu'un de bien ». C'est même presque plus important que les performances financières. Les performances financières, en plus, elles mettent du temps, elles sont aléatoires, etc. Il faut que les gens vous identifient comme un acteur intéressant. Pour sourcer les bonnes startups, pareil, il faut qu'elles pensent à vous, il faut qu'elles viennent vous voir. Pour se faire une opinion sur leur startup, pareil, il faut aussi avoir une bonne réputation, connaître du monde qui va pouvoir vous aider, un réseau d'experts à solliciter, etc. Pour gagner les deals, alors là, c'est là que c'est le plus important. C'est-à-dire que la personne, elle va appeler l'autre entrepreneur, elle va parler à l'écosystème. Selon que les gens disent « Ah oui, ce VC et ce fonds, ils sont super » ou « Ils ne sont pas bons du tout », si vous avez une mauvaise réputation, tous les deals compétitifs, vous n'investirez jamais dedans. Supporter le portefeuille, à la limite, c'est là qu'on a le moins besoin. Et exit with a rise, je vous ai expliqué déjà. Et le deuxième aspect, c'est quelque chose qui est plus interne, c'est l'expérience, l'expertise, le savoir. Ça, c'est à chacune de ces étapes, sauf peut-être sur Raise the VC Fund. Et encore, il va falloir avoir un discours mature et différencié pour attirer les limited partners. Ça va être hyper important. Donc là, vous commencez à avoir, je pense, une facette qui est beaucoup moins financière, dans laquelle, évidemment, j'oublie jamais quand je parle d'entrepreneur que je ne peux investir que si ça a un sens financièrement. Mais cette question-là, quand on va commencer à la décomposer, on va parler de business en fait. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'investir dans des business qui ont du potentiel, de très gros potentiel. Et donc là, derrière, ça implique une dimension financière, mais elle est mécanique en fait, du coup. Alors, je vais zoomer très rapidement sur cette notion de assessing. Pourquoi c'est dur en fait de se faire une opinion sur une boîte ? En fait, le problème, c'est que ce n'est pas mathématique, il n'y a pas une science précise. On parle souvent de Airbnb, c'est difficile d'identifier que Airbnb, à la base, c'était une super bonne idée. Facebook, maintenant, ça paraît évident, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, c'était si évident que ça, il y avait beaucoup de tentatives, ça ne marchait pas trop. Zenly, aujourd'hui, Zenly a été, je vais raconter une histoire personnelle, Zenly a été racheté, a priori, d'après les rumeurs plus ou moins confirmées, 300 millions par Snapchat. Zenly, on les a vus chez Partech, c'est moi qui m'occupais du deal. Je leur ai dit non. Voilà, c'est très dur de savoir, c'est extrêmement dur. Alors je leur ai dit non comme tous les VC de la place sauf un. Voilà. Et donc du coup, c'est pas mathématique. Et j'ai réfléchi, je me suis dit si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je leur dirais non aussi parce que j'avais pas les éléments. Et en tout cas, je n'ai pas eu la vision, je n'ai pas vu le potentiel de cette entreprise par rapport à ce qu'ils recherchaient au montant. Il levait quelque chose d'assez important, il levait 8 millions, etc. Alors, donc c'est hyper intéressant. Donc il n'y a pas de science exacte et ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a fait des erreurs claires de compréhension, d'interprétation du marché, etc. Puis il y a d'autres choses juste dans lesquelles on va se dire, en tout cas moi, avec ma sensibilité, mon expérience, même si je me reprojette, je ne pense pas que j'aurais été capable de le faire et je n'ai pas l'impression d'avoir loupé un truc par rapport à mon prisme d'analyse.
Et il y aura plein d'autres dossiers aussi que je louperai et dans lesquels je me serais dit « Ah mince, en fait, j'avais pas vu ça et si je l'avais vu, j'aurais compris quelque chose. » Donc, ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à se tromper en fait. Et on le sait. Dans tous les cas, vous regardez, vous prenez les grandes success stories, les Criteo, alors Blablacar, on va voir, mais en tout cas un Criteo, quasiment tous les VC ont dit non. Voilà, donc quasiment tout le monde s'est planté. Mais évidemment, c'est facile de regarder ça après coup et de se dire, ah en fait, la question c'est, est-ce que dans leur analyse, qu'est-ce qui les a poussés? Peut-être que c'était idiot d'investir dans un Criteo il y a 10 ans et que maintenant tout le monde se dit, bah oui, évidemment. Peut-être que c'est idiot d'investir dans Airbnb à l'époque ou que c'était un pari complètement fut. Donc voilà, donc c'est un art en fait, c'est un art avec ses imperfections, avec aussi le regard de chacun, et c'est ça qui rend ça intéressant. Vous imaginez s'il y avait une sorte de science et que tous les VC pouvaient, financièrement parlant, prédire la potentiel d'une entreprise, ce serait plus un métier très intéressant. Ce serait un métier dans lequel finalement on voit tous les mêmes trucs, on a tous la même grille d'analyse, on finit tous par avoir les mêmes convictions, on se bat tous pour avoir les mêmes dossiers. Ce serait un métier assez pénible. Alors, je vais vous passer sur la partie un VC, qu'est-ce que ça apporte à part de l'argent? Alors, déjà, un disclaimer, c'est il y a une tendance là très forte dans le milieu du VC à une forme de marketing assez fort. C'est-à-dire que maintenant, il y a une telle compétition dans le financement entre les investisseurs et entre les VC notamment, que chacun va dire « Oh, mais moi, j'apporte plus que de l'argent » et donc il y a une sorte de surenchère à « Regardez comme moi, j'aide mes entrepreneurs, etc. » Il est vrai que je pense, sans être un grand spécialiste du domaine, mais que la France, ce n'était pas forcément le pays il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans lequel les VC étaient les plus proches d'entrepreneurs. Les fonds américains ont cet ADN beaucoup plus fort d'avoir des anciens entrepreneurs qui sont maintenant VC, et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les réponses, mais qui savent ce que ça veut dire scaler une boîte, par exemple. Qui savent comprendre ces notions de product marketing, etc. L'impression que j'ai, c'est quand même qu'en France, historiquement, les VC étaient beaucoup plus financiers. Donc des gens qui étaient plus du private equity, qui sont descendus, c'est parce qu'il y avait une opportunité d'investir dans des entreprises technologiques, mais qui le faisaient avec un regard financier et qui avaient un input qui était plus un input de contrôle financier sur l'atteinte d'objectifs, les dépenses de revenus, etc. Et je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, c'est juste que ça, ce n'est pas effectivement ce qui va vous apporter, ça va vous aider à vous structurer, vous aider à avoir des gens à qui vous devez rendre des comptes, et ça c'est structurant, mais ça ne va pas vous apporter des insights qui vont permettre de réussir votre boîte, ou en tout cas de l'accélérer. Donc, c'est quoi les rôles du VC pour faire ça? Ce qui est important, c'est que ce rôle du VC, c'est un rôle de support. On est un enabler, on n'est pas là pour faire à la place d'eux ou pour décider à la place d'eux. On est là pour investir dans des personnes qu'on trouve excellentes. Donc si on les trouve excellentes, ce n'est pas pour leur expliquer quoi faire à leur place, ni pour le faire. Il y a un rôle d'advisor. Ce rôle d'advisor, en gros, c'est donner des conseils qui soient stratégiques ou opérationnels sur la manière d'opérer le business, sur les décisions à prendre, etc. Ça, c'est un rôle du quotidien, avec aussi un côté qui est un côté de sparring partner. Ça veut dire que l'entrepreneur du portefeuille, moi, je passe beaucoup de temps à parler avec eux, on parle des problèmes, on parle des idées, on parle des décisions, et de partager de l'opinion, mais aussi, c'est une notion de facilité, de les aider à se poser les bonnes questions, à prendre les choses sous le bon angle, et à un moment, parfois, une fois sur deux ou sur trois, quand un entrepreneur m'appelle, en fait, je lui dis, en fait, voilà, je l'aide à trouver la réponse, mais la réponse, c'est lui qui l'avait. Et en fait, il avait besoin de cette aide et ce regard un peu extérieur et structurant et qui a l'habitude de parler d'entrepreneurs et de voir les problématiques comme ça pour lui dire, en fait, voilà, en fait, c'est très clair. Et moi, je l'aide juste, là, dans ce cas-là, à valider le fait que, en fait, tu vois, tu le savais déjà, mais moi, je te confirme que ton raisonnement me semble correct et qu'à l'épreuve de notre interaction, voilà, ça marche. L'advisor, c'est plus vraiment d'en donner du conseil de ce qu'on a vu ailleurs, par exemple, de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Ce que j'ai appelé le curator, c'est super important. On a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on voit plein de choses. Plus de choses que n'importe qui dans l'écosystème. Parce que mon métier, c'est de voir des startups, d'accompagner des startups. Donc, si je fais un minimum bien mon travail, le gars, et je lis beaucoup d'articles, le gars qui passe le plus de temps à faire ça et qui a le plus de data, c'est moi normalement. Donc ça veut dire que les bonnes pratiques, des patterns, des méthodes, des outils, des comparables, je fais 5% de churn d'attrition, donc je perds 5% de mes clients tous les mois, c'est bien, c'est pas bien. Nous, on peut répondre à ces questions. Aussi des articles intéressants, des infos, des nouvelles. Moi, je lis énormément d'articles, donc je suis un vrai outil de veille pour mes fondateurs qui, eux, sont occupés à exécuter sur leur business toute la journée. Un aspect psychologique et humain hyper important. Supporter, coach. Monter une boîte, c'est hyper dur. Sincèrement, c'est hyper dur. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand on commence à avoir levé avec un VC, 99% des gens pensent que vous avez déjà réussi, alors que les emmerdes commencent. Non, mais la partie difficile commence. Donc du coup, c'est pas forcément facile d'avoir des gens à l'extérieur, vos amis, votre conjoint ou conjointe, etc. C'est pas forcément facile de trouver des gens qui vont comprendre ce qui se passe. Puis il y a des gens à qui vous n'avez pas envie de parler parce que c'est intime, parce que c'est stratégique, parce que c'est confidentiel, etc. Nous, on joue vraiment ce rôle de soutien psychologique
et aussi d'aider les personnes à grandir. On est là pour aider les fondateurs à grandir et pour prendre toute la dimension de l'entreprise, parce qu'un fondateur qui ne grandit pas aussi vite que son entreprise, c'est quelqu'un qui à un moment ne pourra plus assumer la responsabilité, les rênes de l'entreprise. Donc ça, on a vraiment ce rôle-là et c'est hyper important. Un rôle de banquier d'affaires, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est une réalité. On est d'une aide importante au moment des nouvelles levées de fonds et des exits. Lever des fonds, moi j'ai une idée de ce que je recherche un VC. Une boîte que je connais bien, je vais l'aider à parler de son business, le conceptualiser, bien le formaliser, parler de ses forces et faire un plan de développement qui fait sens. Parce que c'est nécessaire pour l'entreprise et du coup parce que ce serait nécessaire pour la levée de fonds. Donc ça c'est un rôle hyper important. Les exits, je vous en ai déjà parlé. Le réseau, dans mon métier, je rencontre plein de gens tout le temps. Donc la chance que je rencontre quelqu'un qui peut être utile pour une autre personne est grande, beaucoup plus grande que quelqu'un, encore une fois, qui passe la plupart de son temps sur son business. On participe à plein d'événements. Notre travail, c'est aussi de cultiver un réseau. Et ça peut apporter énormément de valeur. Il y a une entreprise là, sur laquelle on va probablement recruter un directeur général. Voilà, c'est le réseau, c'est les choses qu'on trouve. Donc ça peut paraître bête, mais ça a une valeur très très forte. En plus, comme on a un rôle dans l'écosystème, on est au milieu de plein de choses, on voit plein de gens. On est amené à voir plein de gens. Les LP, les limited partners, ça peut être des corporates. Donc on va pouvoir naviguer au niveau COMEX dans des grandes boîtes. Donc on va avoir des gens intéressants. Il y a plein de gens qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on suit plein de startups qui ont de l'argent. Donc par exemple des gens qui sont des experts, qui ont des conseils à donner, etc. Ils viennent nous voir en disant est-ce que tu ne pourrais pas me recommander à des entreprises intéressantes. Donc on est au carrefour de toutes ces relations humaines. Le dernier, c'est une tendance récente qui va dans un peu ce que je vous ai raconté sur les VC qui veulent apporter de plus en plus de valeur aux startups. C'est un aspect plateforme. Cette idée, c'est d'internaliser en interne chez le VC ou parfois d'avoir des partenariats des externes, des expertises sur différents sujets, RH, sales, etc. en se disant venez les startups chez moi, quand vous avez besoin de conseils en recrutement, il y a une personne full-time chez nous qui peut vous aider à recruter ou voir des candidats pour vous, etc. Donc ça, c'est tous les aspects sur lesquels on aide les startups. En fait, ça peut se résumer à mon avis à peu de points, c'est l'expérience et la donnée. On vit des choses, on voit plein de choses, on a vécu des choses qui font que on est à un endroit unique dans l'écosystème pour apprendre et pour non pas recracher de la donnée brute, mais pour essayer de donner des conseils ou de l'expertise contextualisée par rapport au problème de l'entrepreneur. On est au carrefour humain, on voit plein de gens également. Et quand vous combinez tout ça, ça fait que moi, ce que je me dis souvent, c'est en fait qu'il faut être un peu bête pour ne pas apporter de valeur en tant que VC. Quand ça fait 20 ans que vous faites ce boulot-là, bien sûr, le monde évolue en 20 ans, les leçons d'il y a 15 ans sont plus valables. Mais vous avez vu tellement de choses que, moi je vois en 2 ans et demi déjà, la problématique d'entrepreneur, elle va forcément vous rappeler quelque chose que vous avez vu sur notre boîte, quelque chose que vous avez entendu parler dans un article hyper intéressant que vous allez envoyer, un collègue qui vous a parlé d'une situation similaire. Donc on a forcément ça. Lui, cette personne, il n'a pas accès à ce réseau de savoir de personnes. Donc c'est hyper important. Donc voilà pour l'explication un peu de comment on peut apporter de la valeur. Alors je ne dis pas que tous les VC apportent forcément toutes les valeurs, etc. Mais en tout cas, vous comprenez la logique. Et je pense que dans tous les cas, les VC maintenant, de nos jours, on ne peut plus être un VC qui va pouvoir attirer l'entrepreneur sans apporter un minimum de ces choses-là. Parce qu'encore une fois, le bon entrepreneur il va avoir le choix. Et moi, maintenant, les deals, une personne sur deux à qui je propose d'investir, il me dit je peux avoir 3-4 personnes, c'est lui qui me donne ça. 3-4 personnes que tu suis là, qui vont me dire comment ça se passe. Et puis lui-même, comme l'entrepreneur, c'est un petit milieu, que les gens sont très solidaires, il se renseignera en parlant aussi à 2-3 autres dont je ne vais pas donner les noms, en disant qu'est-ce que tu en penses, etc. On revient à la logique de réputation. Alors, il y a une question qui revient super souvent quand je fais mon métier, c'est de dire mais en fait, ça ressemble à quoi du coup tes journées? Alors, je ne peux pas vous dire à quoi ressemble une journée type, mais je peux vous donner un peu le type d'activité que je fais pour vous donner une idée de ce que va faire un VC. La première, celle qui prend le plus de temps et de plus en plus de temps, puisque quand on commence ce métier, on suit 0 boîte. Aujourd'hui, j'en suis 8. C'est le portefeuille. Donc, toutes ces activités qui vont, ça peut aller de discussions informelles. Alors, il y a beaucoup de téléphones, un peu d'emails, des workshops, les board meetings, etc. Donc, tout ce temps qu'on va passer pour échanger avec les entrepreneurs et pour les accompagner, comme je vous l'ai expliqué. Il y a tout ce qui va être la présence dans l'écosystème. Pour sourcer, pour networker, donc ça va être des events, des talks, etc. Ça fait partie du métier. Être ici, ça fait partie de mon métier. Il y a la gestion des emails et du deal flow. Surtout en seed comme moi. Seed, synonyme d'amorçage. Je suis inondé de mails. Comme vu, avant, quand Albert parlait, je triais les mails. Après, quand je rentrais chez moi, je triais les mails. Donc, c'est une grosse partie du boulot. Alors, ces mails, ça va être des mails d'entrepreneurs qui seraient intéressés par potentiellement qu'on discute de leur dossier ensemble. Ça va être tous les mails liés aux entrepreneurs que je suis, des news à droite à gauche. Enfin, on s'en met jamais dans ce métier.
Et donc ça prend une part très significative du temps. Ce qui vous donne déjà peut-être des insights sur si vous dites quand je contacte un VC, il faut que je l'ai en tête, quoi. Parce que si quand on se retourne 1 heure, c'est dingue, on prend un avion 1h30, 30 mails. Donc quand même, il faut y penser quand on est entrepreneur, se dire comment dans les 30 mails là, comment je fais pour être quelqu'un qui est remarqué et qui peut avoir une chance. Il n'y a pas du tout, quand je dis ça, et je vais y revenir, mais il n'y a pas du tout de vocation de se dire on est les VC. Vous êtes entrepreneurs, vous devez mériter notre attention. Non, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de mécanique, c'est de se dire, à partir du moment où des gens qui cherchent de l'argent, il y en a beaucoup, et donc les VC vont recevoir beaucoup de demandes, il faut être intelligent sur la manière de sortir du lot. Et je vais y revenir. Rencontrer des entrepreneurs, évidemment, des gens qui viennent nous pitcher, des gens qui vont nous envoyer des updates sur leur business, des gens qui ont des discussions ouvertes sur différents sujets, parce qu'il ne faut pas croire que le métier de VC c'est transactionnel. On est dans le relationnel, on est là pour… moi, je ne suis pas là pour me dire l'entrepreneur, je vais investir dans sa startup maintenant. Je suis là pour rencontrer les gens intéressants. C'est passionnant déjà. Et ensuite, ça fait partie de mon métier de construire des relations avec des gens intéressants. Dans le futur, on ne sait jamais. Ça pourrait être un entrepreneur qui lève de l'argent. Ça pourrait être un employé pour une de mes boîtes. Ça pourrait être un ami. Ça pourrait être quelqu'un avec qui j'échange. Ça pourrait être quelqu'un qui me ramène des dossiers, etc., etc. Analyser des dossiers en profondeur quand il y a quelque chose qui devient intéressant, puis ensuite faire le deal. Donc, closer, ça veut dire vérifier, appeler des experts, appeler des clients, appeler des références pour les fondateurs, la partie juridique, la partie financière, etc. à un moment, et puis un jour, aller chez les avocats, j'y vais demain matin, pour signer les documents. On a la chance chez Partech d'avoir un back-office qui s'occupe de tout le juridique et le financier, mais sur la partie business, ça a des implications pour être sûr qu'on dépense l'argent correctement. Parce qu'il y a une responsabilité forte en tant que VC, on a une double responsabilité. C'est la première, je pense dans cet ordre-là, c'est d'assurer à nos limited partners qu'on ne fait pas n'importe quoi avec leur argent, c'est quand même normal. Et la deuxième, c'est les entrepreneurs, vous nous faites confiance, qu'on vous acceptez chez vous, ça, c'est chez vous, notre entreprise. Donc, il y a un contrat moral qu'on passe, au-delà du contrat légal, il y a un contrat moral qui est de dire voilà, je vous accompagnerai, je ferai mon maximum, enfin en tout cas là-dessus, chacun a sa proposition de valeur et de l'assurer. Donc ça, c'est hyper important. Lire, faire une curation d'articles intéressants, c'est hyper important. On se nourrit de la donnée. La donnée, elle vient des expériences qu'on a vécues, des expériences qu'on vit avec les startups, et elle vient aussi de tous les articles qu'on lit. Les articles qu'on lit, il y a des choses formidables comme First Round Review, etc., dans lesquelles il y a des leçons de maîtres distillées avec brio et beaucoup d'intelligence et de pédagogie. Et voilà, et je veux dire, ça me paraît tout bête, mais le simple fait que moi je passe beaucoup de temps à lire et que je me trie les articles, un fondateur, quand il me dit machin, je lui dis tiens, regarde ça, c'est un article vachement intéressant là-dessus. Il me dit super, génial. Quand on a une question et qu'on vous apporte le bon, ça peut paraître bête, et c'est bête, mais on vous apporte au bon moment l'article qui peut vous aider à avoir le bon mindset, à comprendre un peu des méthodes qui marchent, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais ça aide déjà beaucoup à avancer. Ça, c'est un point important. Apprendre et progresser. La présentation, vous verrez sur Internet, elle m'a pris franchement des centaines d'heures. Et je me suis dit, bon, pourquoi je la fais? Je me suis dit, je la fais avant tout pour moi, parce que j'ai besoin de pouvoir structurer ma compréhension de ce qu'est le VC et de conceptualiser ça. Moi, je suis un ancien matheux à la base, j'ai besoin de faire ça pour comprendre. Et ça m'a beaucoup aidé à grandir sur ce métier-là, à pouvoir en parler bien, à moi-même pouvoir bien comprendre et mieux comprendre mon travail et du coup le faire mieux. Ça, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'il y a deux raisons qui sont complètement opposées. La première, c'est que tous les jours, on est noyé sous la donnée. La donnée du réel, la donnée des articles, tout ça. Donc, et le monde change en permanence. Les nouvelles tendances sortent, etc. Donc, ça veut dire que si on ne gère pas bien cet apprentissage-là, dans le VC, on peut se périmer très vite. Si je fais 3-4 bons deals, les bonnes exits, après je me dis, bon, ça y est, j'ai compris le job. Oui, si je prends un peu trop confiance, dans 3-4 ans, je vais être un VC complètement périmé. Le monde va super vite. Si on se dit cette idée… ça, c'est hyper dur. On en parlait avec Albert juste avant. Cette idée-là, on a vu avec Albert que ça ne marchait pas trop, c'est compliqué à scaler. Ça va faire une boîte de service, une petite boîte. Ça ne peut pas faire une boîte qui va devenir un LinkedIn & Co. Bon, il y a une boîte qui arrive avec une nouvelle approche. Si je me dis déjà, oh, non, c'est pas possible, j'ai perdu. Si je me dis, oh, les boîtes comme ça, j'en ai vu 20, ça ne marche jamais, j'ai perdu. Parce que c'est peut-être la 21e. Encore une fois, il faut penser à tous ces succès-là, ça n'a jamais été les premiers. Et c'est des idées, pour beaucoup, qui ne paraissent pas bonnes. Du tout. Encore une fois, Facebook, Airbnb, Uber à l'époque, Uber, moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler, c'était encore les limousines, et je me disais, c'est quoi ce truc, quoi? Pouvoir appeler une limousine avec son téléphone, mais franchement, qui en a quelque chose à faire, quoi? Bon, voilà, après, Uber a des problèmes, mais en tout cas, ça a une belle trajectoire quand même. Et le deuxième aspect qui est complètement contradictoire, c'est qu'on a une feedback loop super longue. C'est-à-dire, on a la donnée au quotidien, on n'a pas la donnée la plus importante, qui est vraiment de se dire, moi j'ai investi en tout dans 9 entreprises, est-ce que je fais du bon travail? La réponse, c'est j'en sais rien. Parce que, in fine, même si j'apporte un super soutien aux entrepreneurs, etc., si dans 10 ans, les 10 millions que j'ai investis
au final, ça rend 10 millions, bah, c'est pas terrible. Mais cette feedback loop, elle met du temps à arriver. Parce qu'évidemment, ça fait quoi, mes investissements, ils ont en moyenne un an et quelques. Donc j'ai déjà des premiers signaux. Mais le problème, c'est que la boîte qui a l'air d'aller super bien un an plus tard, elle peut se planter 2 ans après. Et à contrario, la boîte qui est en train de galérer, qui passe pas loin du gouffre, il y a plein d'exemples de comeback pour ceux qui lisent les débuts de Criteo. Criteo, c'était pas glorieux au début. Hein. Si vous voyez ce que les VC qui disent, c'est ouais, pendant longtemps, Criteo, c'est notre troisième tiers dans les trucs, dans les boîtes sur lesquelles on ne compte plus trop. Quoi. Bon, voilà, je pense qu'aucun d'eux n'a regretté d'investir. Donc ça prouve à quel point c'est difficile. Et or, quand on y pense, se nourrir, en fait, finalement, la partie conseil d'entrepreneur est la partie sur laquelle on apprend le plus vite. Parce qu'on voit du quotidien, il y a une feedback loop qui est beaucoup plus rapide. Mais la partie, est-ce que je suis un bon investisseur, est-ce que je suis capable de choisir les bons investissements et au final, donc d'avoir une performance qui est financière, ça, c'est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, je sais que j'ai raté des deals, et c'est pareil, après on va avoir des boîtes qui vont lever 10, 50, 100, 200, on va se dire, mince, j'ai raté, je pouvais investir en seed. Peut-être que ça fera partie de ces boîtes qui au final iraient à la casse et où les VC récupéreront même pas leur argent. Donc en fait, tant que ce n'est pas sorti, on ne sait jamais. Alors après, évidemment, il y a des boîtes qui sont sur des telles trajectoires qu'on peut raisonnablement penser qu'elles vont réussir, mais c'est très compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi important cet aspect-là pour le VC. Et le dernier, c'est l'entreprise, c'est une entreprise, le VC, donc il y a plein de choses à faire qui sont liées au fait qu'on est une entreprise et que je ne suis pas quelqu'un de tout seul dans mon coin qui gère juste ses deals. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une meilleure idée. Alors ça, j'arrive, ça, c'est absolument pas linéaire. Dans une journée, je peux faire juste deux de ces tâches à 50%, mais ça vous donne une bonne idée on va dire des 9 grands trucs que je fais. Oui. Il est improbable que dans la salle, il y ait un représentant d'une entreprise qui vous fera faire x100. Statistiquement, elle est assez faible, puisque celles qui nous font… je pense que pour un x100, probablement que si ici on n'avait que des entrepreneurs qu'on finance en seed, on en aurait, j'espère, 2 ou 3. Mais comme le taux de conversion entre quelqu'un… Alors déjà, je suis même pas sûr que tout le monde soit entrepreneur dans la salle, mais comme on finance peut-être 1% à peu près ou 0,5% d'entrepreneurs qu'on voit, la proba, si je veux jouer le jeu, elle doit être de 1 sur 100. Donc voilà, donc je souhaite que vous me… Enfin, pas que vous me donniez tort sur la proba, mais je souhaite que vous fassiez que la petite proba se réalise. Mais oui, non, mais après, c'est des trajectoires exceptionnelles. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne sais pas. Et bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Ça, c'est la question que tout le monde pose. D'accord, ok, j'ai compris ton métier, etc. Bon, maintenant, parle-moi un peu de moi. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, est-ce que je dois venir vous voir? Alors, un premier ordre de grandeur, c'est ça. Je vous dis en tête 100, pas 10. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plein d'entrepreneurs qui, fort légitimement, vont vous dire, par exemple, dans leur style de compétition, ils disent « Regardez, moi, je suis sur un domaine hyper chaud. La preuve, mes 2 plus gros compétiteurs, il y en a un qui s'est fait racheter 10 millions, l'autre 15 millions. » C'est pas mal, c'est vrai. En tant que cofondateur, même si vous étiez 2-3 à cofonder la boîte, vous êtes un peu dilué, etc., même si vous avez 30% de la boîte, disons, 30% de 15 millions, c'est pas mal. Même après les taxes, etc., vous allez finir avec 3-4 millions en banque. Bon, on va pas cracher dessus. Pour beaucoup de gens, ça change la vie. Nous, on va chercher des gens qui vont jamais accepter un chèque comme ça. Jamais. On va chercher des gens qui vont se dire, mais en fait, c'est pas compliqué. Je suis sur l'opportunité de ma vie. Faut pas croire, hein, trouver une belle opportunité de boîte, ça même au très bon, ça arrive. Il y a les très très bons qui s'arrivent plusieurs fois, mais c'est pas parce que vous faites une belle boîte que vous aurez à en faire une deuxième. Il y a plein d'exemples aussi de serial entrepreneurs, enfin d'entrepreneurs qui relancent et qui ne réussissent pas du tout aussi bien la deuxième fois. Il y a aussi des contre-exemples. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que moi quand je parle avec les gens, quand les boîtes ont le plus haut potentiel, c'est pas qu'ils se disent j'ai pas envie de 30 millions. C'est que d'une part, ils se disent ça pourrait être beaucoup plus tard, mais il y a un risque attaché à ça, mais surtout il se dit mais j'ai conscience que cette opportunité-là, elle est unique dans ma vie et j'ai tellement envie que ce projet réussisse que je veux aller jusqu'au bout. Et donc c'est cette mentalité-là qu'on va chercher. Une boîte à 10 millions, premier point, c'est que déjà, c'est pas un leader, ça veut dire que c'est pas, bien sûr, encore une fois, à titre personnel, c'est un superbe succès, mais voilà, les succès auxquels on pense, c'est des boîtes au moins en centaines de millions, voire en milliards aujourd'hui. C'est ça qui est une boîte qui arrive à un niveau de scale où elle a un impact significatif sur son industrie. L'autre problème, c'est côté VC cette fois-ci, c'est qu'à 10 millions, je pense que vous l'aurez compris, ça n'a pas trop marché pour nous, ça n'a pas trop matché en termes d'économics. Donc retenez, je vais vous expliquer pourquoi. Je retenez ce 100, pas 10. C'est vraiment important. 100, c'est juste un chiffre comme ça peut être 50, ça peut être 200. Mais c'est juste l'ordre de grandeur, c'est pas du 10. Une sortie à 10 millions ne sera jamais une bonne sortie pour un VC. Alors, pourquoi? Eh ben non. Vous voyez que ma learning curve, elle n'est pas très bonne sur les slides.
Alors, pourquoi? Il y a deux manières de le voir. Je vous ai expliqué la manière, là comme ça, donc si j'ai investi 1 million, la manière qui est de regarder le fonds. Si j'ai un fonds de 100 millions que j'aimerais qu'il fasse 250 voire plutôt 300 millions, hein, en tout cas en dessous de 200 on ne serait pas forcément content. Bah oui, si j'ai investi 1 million que je fais x 20, ça fait 20 millions, ça fait même pas 10% de ce que je devrais rendre. Donc ça veut dire, donc ça commence à être pas mal, mais c'est pour vous donner une idée de l'effort qui reste à faire encore. Donc ça va être, c'est pas que ça veut dire le minimum de ce qu'il faut, mais ça va être un ordre de grandeur où on commence à se dire, ok, ça commence à avoir un impact un peu sur ce que j'aimerais que le fonds rende. Si on enlève un zéro, ça marche plus du tout. L'autre manière de le voir, qui est à mon avis la plus intéressante, c'est de se dire, imaginons que donc vous levez 1 million. On va dire typiquement pour 1 million, c'est 25% du capital, donc votre boîte elle vaut 4 millions après l'investissement. Voilà. Divisé par 0,25. Ce qui se passe, c'est que pour arriver à une boîte qui va se vendre 100 millions, en général, vous aurez besoin d'un autre tour de financement, donc qui va rediluer un peu. Donc peu importe, on va dire que la boîte valait 5, c'est comme si elle valait 5 millions et qu'il n'y a pas d'autre tour, peu importe. Si je veux faire l'équivalent de 3x de retour sur mon fonds, et que je dis que, en fait, ce retour, je vais le faire sur le top, disons 15% des startups. Donc on va dire quand j'investis dans 20 startups, il y en a 3 sur lesquelles je vais faire un beau retour et le reste, pas grand-chose. Eh bien, il faut que cette sortie soit donc à 100 millions. Il faut que je fasse 20 fois sur cette startup pour retrouver mes petits au final sur le fond. Parce que si je fais 20 fois sur 5 millions, ça fait 100 millions. J'avais 25%, ça fait 25 millions. Voilà, j'ai fait. Donc du coup, fois 25, j'ai dû me louper dans un calcul. Oui, ça fait parce que c'est 5 millions, 20 millions, pardon. Donc du coup, j'ai fait fois 20. Fois 20 sur 3x divisé par 15%, c'est fois 20 qu'il faut faire. Waouh, fois 20, c'est beaucoup, hein. Vous savez combien il y a de boîtes qui se revendent au moins 100 millions par an en France? Je n'ai pas le chiffre, mais si on enlève celles qui ont levé beaucoup d'argent, on des boîtes qui ont levé quelques millions, moins de 10 millions, je ne sais pas, il doit y en avoir 3, 4. Et des levées, par contre, des levées, il y en a 3-4 par jour maintenant. Donc ça vous donne un peu une idée du ratio des boîtes qui font ça. Alors bien sûr, là on a une trend qui est très montante, donc des sorties, on va en avoir dans les prochaines années. Donc ouais, c'est dur. C'est hyper dur, mais ça on ne le nie pas. Hein. Et le VC, le message, c'est du coup le message collatéral à ça, c'est le VC, c'est pas pour tout le monde. C'est même plutôt pour personne que pour tout le monde. C'est qu'un très petit nombre de startups, pour qui le VC, ça fait sens. Et il y a même un autre message important, c'est même si votre startup a le potentiel quelque part de pouvoir être le genre de projet qui est VC fundable, donc qui peut être fondé par VC, il faut être sûr que vous le voulez vraiment. Parce que les attentes vont être très hautes. C'est-à-dire, si vous vous dites, il n'y a rien de mal à ça, bah moi, franchement, un chèque à 10 millions, j'ai 50% de la boîte, je le prendrais bien, aucun problème. Allez-y, mais prenez pas un VC. Souvent, le VC, il ne voudra pas investir parce qu'on veut des gens qui ont une telle passion, une telle envie pour leur projet que, encore une fois, la question, ce n'est pas le chèque. Dans tous les cas, vous savez, si vous voulez faire un peu d'argent, quand une boîte marche très bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle du cash-out. Ça veut dire vous vendez un peu de vos actions en un tour de financement, faire un peu d'argent. Il y a beaucoup de fondateurs qui font ça. Quand on a une boîte qui marche comme ça, qu'on a 30% d'une boîte qui vaut 100 millions, on a 30 millions potentiels, mais on n'a pas 1 euro en fait liquide. Il y a des gens qui disent ok, détends-toi, achète ta maison, tu vas revendre 3% de tes actions, ça fait 3 millions, après les taxes il te reste 2, tu achètes ta maison, tu mets un peu de côté. Voilà, comme ça le fondateur est détendu et il n'y a plus cette notion de se dire ah ben ouais, mais quand même le chèque de 3 millions ça changerait ma vie maintenant. Ben non, quand tu fais une belle boîte, tu peux le prendre rapidement. Donc voilà, il y a cette notion-là. Mais encore une fois, ça demande un mental et une envie, une vision, une force de conviction et une conviction interne très très forte. Parce que j'ai bien conscience, encore une fois, hein, je veux dire, moi le premier en tant qu'entrepreneur, je n'aurais pas été du genre, moi, à être la personne qui va, en tout cas sur les projets sur lesquels j'étais, aller à cette step-là. Mais il y a une sorte, il y a un côté presque religieux, les fondateurs, ils sont tellement dedans. Et puis encore une fois, j'étais ce matin avec le CEO, pas d'une boîte de mon portefeuille, malheureusement, d'une très très belle boîte qui a fait vraiment des très belles levées en France. Et lui, voilà, on sent que ce n'est pas la question. Et c'est typiquement les fondateurs, c'est ça qu'on cherche. Il dit mon truc, je suis un peu vieux, pas si vieux que ça, mais l'opportunité de faire cette boîte-là, c'est qu'une fois dans ma vie. Le mec est très très bon, il est vraiment excellent, mais il sait que voilà, une opportunité comme ça, d'une boîte qui peut faire un IPO, etc., il va probablement pas en avoir 2 fois dans sa vie. Donc au-delà de l'argent, à un moment, il y a aussi tout simplement du sens de se dire l'opportunité, il faut que je la saisisse et que j'aille jusqu'au bout, quoi.
Voilà, parce que si vous voulez, d'un point de vue, si on parle un peu strictement financier, il y a des études assez intéressantes qui sont parues récemment qui montrent que grosso modo, le bon plan pour un entrepreneur, c'est pas forcément d'aller jusqu'à l'IPO, etc. Parce qu'en fait, faut relever de plus en plus d'argent, ça dilue de plus en plus dans le capital, etc. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ça montrait qu'à la série B ou C, disons au 3e, 4e tour de financement, c'était plutôt le bon moment pour vendre. Parce que après grosso modo, alors certes, ils pouvaient potentiellement faire beaucoup plus d'argent, mais ils pouvaient aussi en faire beaucoup moins parce que il y a un petit truc à savoir, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les préférences, liquidative preference. En gros, c'est quoi? Ça dit que quand un VC il a investi 200 millions, si demain vous revendez la boîte 200 millions, les 200 millions ils vont au VC. Alors ça peut paraître injuste, mais c'est quand même plutôt en général sain. Ça permet d'éviter la situation, imaginez, vous dites voilà ma boîte elle vaut 1 milliard parce que j'ai levé 200 millions et j'ai donné 20% de la boîte. Bon, demain quelqu'un arrive, disons que vous avez 50% de la boîte, le lendemain de l'acquisition, il vous la rachète 200 millions. Il vous la rachète pour le prix de ce qu'il y a en banque. Là, vous trouverez c'est normal que l'entrepreneur il prenne les 80% des 200 millions. Ce serait un peu bizarre. Il y aurait quelque chose de pas très logique. Donc le but, c'est quand même de se dire, alors c'est dans le cas dans 90% des deals, pas dans 100%. Voilà. Mais donc du coup, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand vous levez 200 millions, se faire racheter demain 150, vous toucherez 0. Alors, la loi française, c'est un petit peu différent, mais